en préparant cette table ronde, Stéphane Troussel, votre conseiller technique m'a dit en 5 ans, on va faire ce qu'on n'a pas pu faire en 30 ans grâce aux Jeux Olympiques. C'est vraiment une aubaine de cette envergure, les Jeux Olympiques pour la Seine-Saint-Denis. Ce qui est sûr, c'est que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'engager le département de la Seine-Saint-Denis dans le projet de Paris 2024, parce que oui, c'est une occasion formidable d'accélérer les transformations, les mutations urbaines qui sont à l'œuvre d'ores et déjà en Seine-Saint-Denis, avec un paysage plus ambivalent que l'introduction que vous avez faite, parce qu'il y a à la fois des difficultés, mais il y a aussi d'ores et déjà des grandes transformations qui sont engagées, qu'il s'agisse des transports, qu'il s'agisse des logements, qu'il s'agisse des voiries, des équipements, des installations d'entreprise ou du bouillonnement culturel. Et à l'évidence, les Jeux donnent un coup d'accélérateur sur un certain nombre de projets que nous portions déjà depuis des années et qui se réalisent là en un temps très court. Et au-delà des 30 jours de compétition, ce qui nous intéresse, c'est effectivement les 30 ans d'héritage qui vont suivre. Alors, il y a une enveloppe de 4 milliards 400 millions d'euros à se répartir. La Seine-Saint-Denis en touche énormément. Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres qui sont parlants et surtout dire au public qu'est-ce que ça vous permet de faire concrètement en termes d'équipement sportif? On sait que la Seine-Saint-Denis va accueillir notamment le village des athlètes, le village des médias, un nouveau centre aquatique qui servira de lieu de compétition pour la natation. Dites-nous un petit peu. Le budget des Jeux, c'est effectivement à la fois celui du comité d'organisation et celui de la Solideo, la société de livraison des équipements olympiques, un peu plus de 4 milliards, vous l'avez dit. 80% des investissements réalisés par la Solideo se réalisent en Seine-Saint-Denis, puisqu'effectivement, c'est à la fois le village des athlètes, à Saint-Denis, l'île Saint-Denis et Saint-Ouen, le village des médias, à Duny au Bourget, c'est aussi le centre aquatique olympique, plusieurs passerelles, ponts sur la Seine ou sur l'autoroute, la passerelle entre les deux rives du village des athlètes qui va relier Saint-Denis et l'île Saint-Denis, ce qui fait que demain, les futurs habitants de l'île Saint-Denis seront à quelques minutes à pied, grâce à cette nouvelle passerelle sur la Seine, ils seront à quelques minutes à pied de la nouvelle station de métro à Saint-Denis-Pleyel, de la ligne 14. C'est aussi une autre passerelle sur l'autoroute A1 entre Duny et le Bourget qui permettra aux habitants du Bourget, par exemple, de rejoindre facilement le parc départemental Georges Valbon. C'est donc le village des médias avec un peu plus d'1 millier de logements. C'est le centre aquatique olympique à Saint-Denis, mais c'est aussi d'autres piscines, parce qu'il y avait quelque chose d'un peu insupportable d'imaginer que nous allons accueillir les plus grands nageurs et nageuses du monde en 2024, mais d'être toujours confronté à cette réalité où il y a près de 60% des gamins de la Seine-Saint-Denis qui arrivent en 6e qui ne savent pas nager. C'est à la fois un problème lié au manque d'équipement, que les Jeux vont nous permettre de rattraper assez sensiblement, puisque au-delà du centre aquatique olympique, c'est aussi la piscine de Marville à La Courneuve qui va servir de site d'entraînement pour le water-polo. C'est aussi une nouvelle piscine au Fort d'Aubervilliers, également une piscine à Aulnay, la rénovation, extension de la piscine à une piscine à Montreuil, les bassins qui vont être les bassins de natation qui sont posés pour les épreuves de natation à l'Arena des Hauts-de-Seine, qui vont être réemployés ensuite à Sevran, à Pierrefitte, à Bagnolet. Au total, 8 piscines. Plusieurs gymnases ou stades rénovés ou étendus, de la voirie requalifiée. Le parc départemental à nouveau, Georges Valbon, étendu de 13 hectares parce que ça va nous permettre enfin de dépolluer et d'acquérir un terrain qui était propriété du ministère des Armées. La liste est un peu longue. Ça, c'est pour l'héritage matériel. Et puis, il y a aussi tout l'héritage immatériel. Alors, on va en parler dans un deuxième temps. Sur l'économie, l'emploi, le sport ou la culture, qui, d'ailleurs, c'est un des enjeux, j'ai envie de dire, post-Jeux Olympiques. Parce qu'aujourd'hui, ces programmes immatériels, ils sont financés par le département, par d'autres collectivités et accompagnés par le comité d'organisation Paris 2024. Mais il faut d'ores et déjà aussi, et ça fera l'objet de discussions avec l'État, qu'on imagine comment ils se poursuivront au lendemain des Jeux. Sarah Ourahmoune, vous, votre domaine de prédilection, c'est la boxe. Hein. Vous avez, depuis votre médaille d'argent aux Jeux Olympiques, vous avez monté, ou peut-être même avant, d'ailleurs, je ne connais pas la date exacte de l'existence de la structure, donc Boxer Inside. C'est une structure qui
qui enseigne la boxe, mais qui prône aussi l'insertion par le sport. Vous, en tant que chef d'entreprise, parce que vous avez maintenant 3 sites en Seine-Saint-Denis qui sont ouverts, comment vous voyez cette manne d'argent des Jeux Olympiques? Quel regard et quel jugement vous portez? Est-ce que vous avez un peu le regard très positif de Stéphane Troussel? Alors juste une précision, Boxer Inside, c'est une association que j'ai créée en 2012. Au départ, c'est vraiment des clubs de boxe ouverts à tous, où l'idée, c'était vraiment de développer de la pratique de la boxe, d'abord pour les femmes, puisqu'en 2012, il y avait beaucoup moins de femmes dans les salles de boxe. Et l'idée, c'était vraiment de permettre aux femmes d'oser pousser les portes des salles. Et puis, l'association s'est développée. Et au fil du temps, on a développé des programmes d'accompagnement autour de la boxe, donc des programmes d'éducation, d'insertion, d'émancipation pour différents publics. Et donc, aujourd'hui, on a 3 sites, 2 en Seine-Saint-Denis et 1 à Paris dans le 13e. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée des Jeux, on a évidemment vu une impulsion sur l'activité de l'association, déjà parce que concrètement, on a multiplié notre budget annuel par 4, voire par 5 depuis 2017. On a pu se professionnaliser en embauchant des coachs qui, jusqu'à présent, étaient bénévoles ou auto-entrepreneurs. Et puis, on s'est surtout professionnalisé en se structurant parce que quand, auparavant, on répondait à des appels à projets, il n'y avait pas forcément le mot sport dans l'appel à projet, c'est-à-dire qu'on faisait en sorte de contourner, de saupoudrer un peu par de l'activité sportive, mais ce qui était surtout demandé, c'était un accompagnement hors sport. Il y a eu une époque où ça a été beaucoup autour du numérique, du digital, de l'entrepreneuriat, où là, on ne rentrait pas forcément dans les cases. Aujourd'hui, ce que je perçois, c'est qu'on a la possibilité d'obtenir des subventions sur ce qu'on fait réellement par le sport, sur des programmes de remobilisation. On peut aujourd'hui expliquer vraiment ce qu'on fait sans devoir contourner. C'est-à-dire ce sont les collectivités locales, les entreprises qui vous regardent différemment et qui ont un intérêt pour votre activité? Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reconnaît le pouvoir du sport, on reconnaît que par le sport, on peut accompagner des publics et leur permettre de s'émanciper. Et donc voilà, moi, c'est vraiment ce que je perçois depuis qu'on est rentré dans cette phase de préparation des Jeux Olympiques. Et puis, il y a cet engouement. Nous, sur la Seine-Saint-Denis, on va avoir des épreuves de boxe. Et on voit que, alors, ce n'est pas la seule raison qui fait que notre activité se développe. Il y a plein de raisons, mais ça y contribue. Oui, pour préciser pour ceux qui ne savent pas, c'est le hall de Villepinte, je crois, qui va accueillir les combats de qualification. Les phases finales n'auront pas lieu là, mais effectivement, il y a des épreuves de boxe. En revanche, l'entraînement pour la boxe se déroule au Creps, enfin les rings d'entraînement sont au Creps à Nancy. Exactement, là c'est vraiment le Creps de Nancy, c'est un peu le site d'entraînement de la fédération de boxe. Enfin, la fédération a investi depuis un moment et a commencé à préparer justement la future génération de championnes et de champions à Nancy. Mais on a quand même beaucoup d'activités boxe sur le département. On a accueilli d'ailleurs ce week-end une belle confrontation France-Cuba. Donc pour nous, c'est vraiment le top du top, puisque l'équipe cubaine, c'est vraiment la crème de la crème dans l'univers du noble art. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir une image et une représentation différente de la Seine-Saint-Denis, en tout cas de ce que les médias peuvent renvoyer. Et donc pour nous, c'est très positif. L'intérêt des entreprises mécènes est totalement différent. Le regard a changé avec l'effet JO pour des structures associatives comme la vôtre? Oui, parce que tout le monde a envie de participer à cette aventure, à cette grande fête. Et donc, on voit que les fondations orientent leur intérêt et leur crédit vers d'autres thématiques. Et donc, le sport en fait partie, ce qui était peut-être moins le cas auparavant, en tout cas moins le cas sur des fondations et des entreprises qui n'étaient pas forcément orientées uniquement sur le sport. Stéphane Troussel, vous avez dressé tout à l'heure un tableau qui n'est pas exhaustif, vous l'avez dit, mais c'est vrai que c'est assez parlant quand même le nombre d'équipements qui vont profiter à la Seine-Saint-Denis, que ce soit des nouveaux équipements ou des rénovations. Il y a 8 piscines sur une trentaine, je crois, que compte le département, qui vont être rénovées grâce aux Jeux. L'enjeu, c'est quand même aussi de faire profiter la population, les habitants de ces infrastructures une fois que les Jeux seront terminés. Comment est-ce que vous garantissez ça et comment vous allez surfer, si j'ose dire,
sur cette manne financière? Bon, il faut dire que dans le dossier tel que Paris a imaginé sa candidature, il y a assez peu de nouveaux équipements construits exclusivement pour les Jeux. C'est ce qui fait aussi la force ce qui faisait la force du dossier de candidature de Paris, puisque finalement, à part le centre aquatique olympique, dédié exclusivement aux Jeux, enfin, qui a été construit pour ça, puisque la France n'avait pas d'équipement qui lui permettait, par exemple, y compris d'accueillir des championnats européens de natation. Il y a peu d'équipements qui ont été construits avec le seul objectif des Jeux. Et à l'inverse, qu'il s'agisse de l'aréna à la Porte de la Chapelle, Pierre Rabanan avant moi aurait pu le dire, la reconstruction de la piscine de Marville à la Courneuve, celle d'Aubervilliers, c'est autant d'équipements qui sont d'abord imaginés pour répondre aux besoins du territoire. Mais c'est vrai aussi du village des athlètes ou du village des médias. C'est aussi vrai de la passerelle qui relie les Saint-Denis à l'île Saint-Denis. C'est des projets pour lesquels les élus locaux que nous sommes, nous étions mobilisés depuis un certain nombre d'années. Je parlais du terrain dit des Essences en bordure du parc départemental à la Courneuve. C'est un vieux projet, une propriété du ministère des Armées que le département de la Seine-Saint-Denis essayait d'acquérir et que nous n'arrivions pas à faire parce que sans les Jeux, il n'y aurait pas eu ce coup de pouce, y compris l'accélération vis-à-vis d'un certain nombre d'administrations parfois un peu récalcitrantes devant des projets comme celui-là. Et donc ça nous a aidé, oui, à la fois à accélérer, mais surtout à accélérer sur des projets qui répondent d'abord et avant tout aux besoins du territoire et de ses habitants. Alors il y a des voix critiques, hein. Il y a le comité de vigilance des Jeux Olympiques qui a alerté notamment sur la question du village des athlètes. Il est question que le village des athlètes, une fois les Jeux terminés, soit reconverti, transformé en habitation, en bureau, on parle en logement, effectivement, avec un tarif annoncé de 7 000 € du mètre carré, ce qui est beaucoup par rapport à la Seine-Saint-Denis. Je crois qu'on est à plus de 4 000 € en moyenne. Est-ce que vous avez la garantie que on va pouvoir, quand je dis on, c'est les habitants qui veulent investir là-bas vont pouvoir se payer ces logements et que ça va profiter vraiment aux habitants de Seine-Saint-Denis? Bon, d'abord, encore une fois, les aménagements, les choix urbains, les choix de typologie de logement, les choix d'une répartition entre logements en accession à la propriété ou logements locatifs sociaux. Dans chacun des programmes, il y a entre 20 et 40% de logements sociaux dans l'ensemble, que ce soit village des athlètes, village des médias. Ce n'est pas le comité d'organisation des Jeux Olympiques qui l'a décidé. C'est d'abord les maires de Saint-Ouen, l'île Saint-Denis, Saint-Denis, Duny, Le Bourget, qui ont imaginé ces projets, qui ont imaginé, y compris à la fois une typologie, des catégories, des types de logements, répondant à leurs soucis, à la fois liés à leur territoire. La Seine-Saint-Denis, c'est le département d'Île-de-France qui a le plus fort taux de logements sociaux. Qu'il y ait, à l'occasion d'opérations immobilières, un souci de diversification de l'habitat, de parcours résidentiel pour permettre à toute la population, tout type de population, de pouvoir rester, venir, s'installer en Seine-Saint-Denis. C'est aussi le souhait de ce territoire, de ses élus et des habitants. Le village des médias, vous citiez le village des athlètes. Bon, y a des prix qui sont annoncés dont on verra bien, compte tenu du moment dans lequel nous nous situons, s'ils se réalisent totalement au prix qui est indiqué, vu le moment un peu difficile dans lequel se situe le secteur de l'immobilier aujourd'hui. Mais par exemple, à Duny-le-Bourget, il y aura une offre de logement en accession à entre 3 500 et 4 000 du mètre carré. On en trouve peu comme ça aujourd'hui, en zone dense, près d'un parc de 400 hectares, classé Natura 2000, à quelques kilomètres, même pas à moins d'un kilomètre de future station de métro du Grand Paris Express. Et donc c'est une offre de logement aussi dont ces territoires avaient besoin. Quand vous avez des entreprises à proximité et qu'une partie des cadres de ces entreprises ne souhaitent pas s'y loger parce qu'ils n'y trouvent pas, par exemple à Duny, de logements adaptés, il y a aujourd'hui 76% de logements sociaux
dans une ville comme Duny, où il va y avoir donc demain, grâce au village des médias, une offre de logement en accession à la propriété à 4 000 € du mètre carré. Ça peut aussi répondre à des besoins de logement d'une partie, par exemple, des gens qui travaillent dans les entreprises du territoire. Donc, je crois que c'est des projets, encore une fois, surtout qui ont été imaginés, conçus sur la base de projets locaux, en particulier décidés par les élus locaux. Alors ça, comme vous disiez, c'est ce que vous appelez, vous, l'héritage matériel, hein, ce sont des choses très concrètes. Mais les JO, c'est aussi l'héritage qu'on appelle immatériel. C'est plus difficile à mesurer pour l'instant. C'est les retombées économiques, c'est les emplois, c'est l'insertion, justement. C'est le cœur de un petit peu le cœur de votre métier, Sarah Ourahmoune. Est-ce que vous avez le sentiment que cet héritage immatériel, il est aussi, j'allais dire, signifiant et spectaculaire que l'héritage matériel à cet instant? Alors, c'est vrai que c'est un héritage qui est en construction. On voudrait toujours plus. Ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'on a quand même une offre sur des programmes d'accompagnement, des opportunités de connexion à l'emploi, de création de réseaux qui se sont quand même étoffés. Il y a des offres d'emploi, là notamment dans la sécurité, où on a du mal à recruter. Et là encore, il y a des propositions de formation, d'accompagnement, même si pour la plupart, ça va être des emplois qui risquent de s'arrêter après les Jeux. C'est quand même des expériences sur lesquelles les personnes pourront capitaliser. Et donc oui, il y a une offre qui s'étoffe. Il y a des programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat, notamment, où on le voit, notamment sur la Seine-Saint-Denis, il y a quand même énormément de jeunes entrepreneurs. Donc il y a cet héritage immatériel qui vous en bénéficiez aussi, il me semble. Vous avez des consultants, vous avez une aide logistique qui est non négligeable pour votre structure. Mais évidemment, parce qu'en fait, la crainte qu'on a dans le milieu associatif, c'est aussi que les robinets se ferment après les Jeux et qu'on n'ait plus tous les soutiens dont on a bénéficié pendant cette période. Et donc, il faut préparer cet après de 2024 en se structurant, en se professionnalisant, en faisant en sorte que les actions qu'on a mis en place pendant cette période, les emplois qu'on a pu créer puissent perdurer. Et pour ça, c'est toutes les offres d'accompagnement, le consulting, notamment pour travailler sur des stratégies d'essaimage, sur la manière dont on va pouvoir aussi structurer un modèle économique qui va nous permettre peut-être d'être moins dépendant des fondations, des subventions publiques pour pouvoir rester solide et perdurer après cette période olympique. Oui, vous m'avez dit en préparant cette interview, la peur de l'après, elle est réelle. Bien sûr, et elle est réelle pour les associations, mais aussi pour tous les athlètes là, qui se préparent aux Jeux Olympiques, parce qu'aujourd'hui, il y a des propositions d'emploi, de financement, des bourses qui permettent à nos athlètes d'être pleinement engagés dans la préparation des Jeux. Mais après, est-ce qu'on va repartir dans une période comme mon époque où Rio, où il y avait quand même énormément d'athlètes qui étaient en grande difficulté, donc j'espère pas, mais c'est un peu la question qu'on se pose et la crainte qu'on a, et l'enjeu c'est de se dire qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui pour que ça dure et puis pour qu'on puisse bénéficier de ce fameux tremplin que Paris 2024 nous a permis de prendre. Alors Stéphane Troussel, qu'est-ce qu'on met en place pour avoir ces garanties? D'abord, comme Sarah le disait, effectivement, cette question de l'emploi, de l'insertion, du développement territorial, ça a été au cœur, par exemple, de la charte sociale pour l'emploi et le développement territorial. C'est une des premières fois qu'une édition des Jeux prévoit ça, avec des représentants des organisations syndicales, des syndicats de salariés et du patronat, avec Bernard Thibault et Geoffroy Roux de Bézieux, qui siègent au comité d'organisation et à la Solidéo, avec, par exemple, 3 objectifs: 25% des marchés publics qui ont été lancés notamment par la Solidéo, qui sont réservés à des PME, TPE et entreprises de l'économie sociale et solidaire, 10% des heures travaillées qui sont réservées à des publics éloignés de l'emploi,
et comment dirais-je, des chantiers socialement exemplaires. Et donc, ça veut dire être très vigilant, très exigeant sur... On sait très bien que, par exemple, dans le secteur du BTP, la question du travail illégal se pose parfois. Et donc, il y a des règles très draconiennes qui ont été mises en œuvre et suivies, y compris parfois avec des entreprises sous-traitantes sanctionnées pour être justement à la hauteur de cette ambition. Mais quelques chiffres, par exemple, sur la Seine-Saint-Denis, sur les 3700 bénéficiaires des clauses d'insertion, eh bien, il y en a plus de la moitié qui sont issus du département de la Seine-Saint-Denis. C'est 300 entreprises du territoire ou de structures de l'économie sociale et solidaire qui ont bénéficié de marché des jeux. Et là où je partage, et donc c'est des opportunités d'emploi avant et donc maintenant, demain aussi, avec tout ce qui reste à organiser autour de l'événement lui-même, la billetterie, l'organisation, le nettoyage, l'accueil, l'hôtellerie, la restauration, la sécurité. Donc autant d'opportunités d'emploi supplémentaires. J'en attends aussi à la fois les transformations urbaines, des quartiers nouveaux, un cadre de vie meilleur, des transports développés, que ça améliore l'image et l'attractivité du territoire, la fierté aussi pour les habitants de la Seine-Saint-Denis. Parce que moi, j'ai eu l'occasion, avant d'engager le département dans la candidature, de me rendre à Athènes, à Londres ou à Barcelone, tous les territoires qui ont accueilli les Jeux, et en particulier, je pense, au nord-est de Londres, qui était un peu dans la même situation que la Seine-Saint-Denis, tous disent à quel point ça donne de la fierté au territoire et à ses habitants. Donc, autant d'éléments qui favorisent le développement territorial. Mais là où je rejoins Sarah, et je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est qu'il y a un certain nombre de programmes que nous avons lancés en ce moment sur le plan sportif, culturel, artistique ou en faveur de l'emploi ou l'insertion, qui sont financés dans le cadre des Jeux. Il y a un programme qui s'appelle 1, 2, 3 nager, parce qu'au-delà des équipements, il y a aussi la pratique de la natation. Et donc, par exemple, grâce au département et à Paris 2024, on a financé un programme où cet été, il y a 6000 gamins de la Seine-Saint-Denis qui ont eu des cours de natation, justement, pour rattraper ce retard. Et il ne faut pas que ça s'arrête après les Jeux. Et donc, quand vous dites qu'il ne faut pas, ça veut dire qu'à l'heure où nous parlons, vous n'avez pas la certitude que vous allez pouvoir le perdurer. En tout cas, ces programmes-là, ils sont financés soit par nos collectivités locales ou en complément par Paris 2024. Après, une fois que la flamme est éteinte, Paris 2024, ça s'arrête. Et donc, il faut que les pouvoirs publics prennent le relais, imaginent comment tous ensemble, on va prendre le relais pour que ces programmes perdurent. Parce que ce n'est pas les Jeux Olympiques à Paris en 2024 qui vont régler toutes les questions qui sont posées à la société française, s'agissant de la pratique sportive, s'agissant de l'inclusion des personnes en situation de handicap, s'agissant du réchauffement climatique. On va être exemplaire, par exemple, dans les bâtiments qui sont construits, mais on sait très bien que ça ne va pas régler le problème des logements mal isolés, en particulier dans un territoire comme le mien. Mais c'est aussi la question de l'art et de la culture. Grâce aux Jeux et à l'Olympiade culturelle, il y a de très nombreux programmes qui se développent dans l'année qui vient pour croiser les dimensions artistiques et sportives. On a un enjeu pour savoir comment, par exemple, tous ces programmes vont se poursuivre. C'est vrai aussi à l'école ou au collège, où on a initié des programmes qui sont financièrement soutenus par Paris 2024. Si on veut réussir durablement cette édition des Jeux et que ça se traduise dans la société française durablement, oui, dans l'année qui vient, il n'y a pas de temps à perdre pour imaginer la suite. Un peu comme Sarah ou Ramoun, vous allez devoir imaginer un modèle économique pour tenir sur la durée, c'est ça ce que vous disiez, pour votre structure, mais c'est aussi valable pour les équipements qui vont être... il va falloir continuer, parce qu'une piscine, par exemple, ça coûte très cher. Quand vous discutez avec un élu, la plupart du temps, on vous dit toujours une piscine, c'est pas rentable. On n'arrive jamais à équilibrer les comptes d'une piscine, quel que soit le tarif que l'on pratique. Vous confirmez? Et je confirme parfaitement, mais on est déjà là pour le coup, s'agissant d'une piscine, par exemple, dont le département assure à la fois la maîtrise d'ouvrage, mais l'exploitation au lendemain des Jeux, la piscine de Marville dans le parc des sports à La Courneuve.
bien évidemment que le département, il a imaginé quel allait être le mode de gestion, la tarification, ce que ça va coûter aux finances départementales. Ça, à partir du moment où on porte des équipements, c'est notre, et quand c'est la collectivité locale qui les porte, c'est notre responsabilité, bien sûr, d'imaginer comment ensuite on le prend en charge. Mais je pense plus à tous ces programmes nouveaux qu'on a initiés spécifiquement grâce à des soutiens financiers, j'ai envie de dire, ponctuels. Mais en même temps, si on a imaginé ces programmes, c'est qu'ils répondaient à un besoin. Les programmes de natation, j'ai bien l'intention de faire le siège du bureau d'Amélie Oudéa Castéra pour lui dire... Madame la ministre des Sports... je crois qu'elle n'est pas loin. Enfin, en tout cas, elle était là ce matin. Ces programmes sont effectivement très intéressants, mais la question qui nous sera posée ensemble, c'est comment on les poursuit pour, encore une fois, pour massifier. On sait que la France n'est pas une très grande nation sportive, au moins du point de vue de sa population générale, même si elle a des athlètes qui réussissent, et on espère bien que grâce aux Jeux, on va accélérer justement aussi le haut niveau. Mais il faut la pratique du sport pour tous, y compris pour des questions, pour traiter des questions de santé publique, de reconversion de personnes qui ont eu un accident de la vie, un accident professionnel. Et pour ça, il va falloir faire un peu plus que ce qu'on a fait jusqu'à présent, à l'école, dans les entreprises, dans l'espace public. Il faudra déployer des moyens. Le budget du sport dans notre pays est quand même pas le plus audacieux. Sarah Ourahmoune, vous partagez ce constat. Il faut, au-delà des Jeux, il faut peut-être, c'est l'occasion de prendre conscience de la réalité de cette nécessité de mettre plus de moyens sur le monde du sport, aider plus les acteurs pour faire de la France un pays plus... Complètement, je partage tout à fait les mots de Stéphane. On a un vrai sujet autour de la sédentarité. Aujourd'hui, on a des jeunes entre 8 et 17 ans qui pratiquent moins d'1 heure de sport par jour. Donc, il y a vraiment cet enjeu de faire prendre conscience de cette nécessité de bouger. Et là, tout ce qui est en train de s'initier dans les écoles avec les 30 minutes d'activité, on sent que ça a du mal à prendre. Il y a des parents encore qui ont besoin d'être convaincus que le sport est important, que le sport va permettre aussi à leurs enfants de bien grandir, de s'épanouir, d'être en bonne santé physique et mentale. Mais tout ça, c'est quelque chose qu'il faut encore appuyer pour que ça s'ancre en fait dans notre culture, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui le sport n'est pas regardé à sa juste valeur. On ne mesure pas encore assez l'impact du sport pour pouvoir justement le valoriser et l'intégrer dans notre quotidien, que ça devienne naturel en fait de faire du sport. Et là, moi, j'ai bon espoir, en tout cas avec ce qui est en train de se mettre en place dans les écoles, parce que c'est vraiment auprès des jeunes qu'il faut avoir ce discours et commencer très tôt à les faire bouger, à leur faire comprendre que c'est par le sport en fait qu'ils vont pouvoir aussi entretenir leur santé, parce que c'est un enjeu vraiment de santé publique. Vous le constatez dans votre activité au quotidien, dans votre exercice, la pratique, ça a un effet vraiment bénéfique. Évidemment, je prêche à une convaincue, mais il y a encore beaucoup de résistance dans la pratique sportive, et puis qui sont liées aussi tout simplement aux moyens. Faut pas se voiler la face. Évidemment, non. Il y a deux choses. C'est-à-dire que là, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a aussi l'effet Covid. Le retour des jeunes à l'activité physique a été terrible. Oui. On a mis quasiment 1 an à leur permettre de retrouver un niveau, à retrouver une concentration, retrouver une envie. Qui lâchent les écrans et qui fassent un peu plus de sport. Bouger. Et ça a été terrible pour toute cette génération de jeunes, qui est finalement une génération un peu sacrifiée. Mais évidemment que je vois la différence, parce que dans mon association, on a un programme qui s'appelle l'Académie Boxer Inside. Et dans ce programme-là, on forme des jeunes pour qu'ils interviennent dans des classes auprès d'autres jeunes. Et quand on les voit intervenir, on voit la différence. Parce qu'en face, ils ont souvent des jeunes qui font aucune activité, qui sont pas du tout inscrits en club. Et le club, au-delà de juste l'activité physique, il y a aussi tous les enjeux de socialisation, tout ce que le club permet en termes de partage et de vivre ensemble. Et c'est assez flagrant, en fait, quand on arrive dans ces classes et qu'on voit nos jeunes prendre la parole, animer des modules et puis proposer une session d'initiation à la boxe.
bah là, il y a un écart qui est incroyable. Et donc voilà, c'est en ça. Enfin, moi, comme vous l'avez dit, je suis une convaincue. Et j'ai vraiment envie de voir tous ces jeunes, toute cette génération prendre conscience que c'est important pour eux de faire un sport. Et aujourd'hui, il y a quand même une offre assez incroyable d'activités sportives. Et les Jeux aussi ont permis de mettre en avant des sports qui étaient peut-être moins visibles. Et d'ailleurs, on le voit à chaque Olympiade, hein, quand il y a des médailles derrière, c'est des fédérations qui augmentent leur nombre de licenciés. Et donc, j'ai bon espoir que nos Jeux vont permettre à plein de jeunes de trouver un peu le sport qui peut les animer et que ça crée vraiment des ambitions et des espoirs, parce que voilà, en Seine-Saint-Denis, on a quand même beaucoup de champions. Et c'est des rôles modèles, et c'est des rôles modèles qu'il faudra mettre en avant et que notre jeunesse puisse s'en inspirer. Il nous reste 1 minute, Stéphane Troussel. Si vous deviez nous dire quelle doit être maintenant la priorité du président du conseil départemental pour l'après-JO, c'est sur quoi il faut vraiment être intransigeant pour continuer de profiter de cet héritage des Jeux? Bon, d'abord, il y a quand même encore toute cette année. On n'y est pas encore, hein, mais pas si totalement on se projette encore. un petit Donc, peu, évidemment. il y a encore toute cette année pour réussir les Jeux. Parce qu'il faut aussi les réussir du point de vue de l'organisation, du point de vue de la sécurité, du point de vue des transports. Disons-le, il y a un enjeu d'image aussi important. En matière de transport notamment, on ne peut pas dire que le réseau de transport en Ile-de-France aujourd'hui soit totalement performant. Et donc, il faut cravacher pour qu'il y ait une offre complémentaire qui permette d'assurer la bonne desserte des sites. Donc ça, c'est un enjeu pour l'année qui vient. Il y a un enjeu quand même aussi de célébration. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que la population la plus large puisse participer, faire la fête, assister au match. Ça passe par notamment l'achat par nos collectivités et l'État de billets pour permettre d'en mettre à disposition un grand nombre de manière gratuite pour que la population la plus large puisse assister. Ça passera aussi par des beaux lieux de célébration. Et il n'y a pas qu'au Trocadéro, au Champ de Mars ou à l'Hôtel de Ville qu'il y aura des lieux de célébration. Il y aura un très beau lieu de célébration au Stade de France, au parc départemental Georges Valbon, qui sera magnifique dans un parc classé Natura 2000. Et vous avez raison, il y a la suite, de faire en sorte à la fois que la dynamique urbaine, elle se poursuive, parce qu'après les Jeux Olympiques, moi j'ai un autre enjeu, c'est de réussir le métro du Grand Paris Express. 1/3 des gares du nouveau métro autour de Paris, 200 km de métro, 1/3 de ces gares sont en Seine-Saint-Denis. Et ça va être aussi structurant que les Jeux Olympiques pour rendre accessibles des quartiers, des territoires qui étaient complètement enclavés, donner de nouvelles opportunités de développement autour de ces futures gares et faire en sorte de réduire ces fractures dans ce Grand Paris, dans cette Île-de-France, qui est à la fois la région, le territoire le plus riche, le plus puissant économique du pays, mais qui est aussi marqué par les plus grandes inégalités. Merci beaucoup, Sarah Ouramoun, directrice générale de... Pardon, j'ai oublié le nom de votre structure, Boxer Inside, et Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Merci d'avoir participé à cette table ronde dans Demain le sport. Bon après-midi.